Bon, donc l'idée, il y a beaucoup de diapos, hein. C'est un peu chargé, c'est un peu mission impossible de tout vous faire, mais l'idée, c'est qu'en gros, vous voyez un petit peu la complexité de la maladie, que ça vous donne un peu envie d'aller plus loin, éventuellement de venir chez nous aussi. Donc moi, je suis le chef de service du centre de référence coordinateur pour les maladies du globule rouge constitutives, qui est à Henri-Mondor, avec une des plus grosses cohortes de l'hémisphère nord, on va dire. Et puis on ne suit pas que des drépano, mais aussi tout ce qui est maladies constitutives du globule rouge, c'est-à-dire les thalassémies, les enzymopathies, les maladies membranaires, et puis bon, pas mal d'autres trucs. Donc je vais faire un tour de piste assez rapide pour la thalassémie, parce que finalement, en termes de complexité, même si c'est une maladie assez complexe, c'est quand même moins complexe que ce qui va suivre après. Et du coup, pour la thalassémie, en fait, cette diapo, elle résume un petit peu tout. La thalassémie, en fait, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, si on a des globules rouges et si on a des chaînes de globines, c'est que l'hème, qui est donc le noyau non protéique, c'est du poison pur. Ça, maintenant, on a des malades qui ont des niveaux très, très élevés et on se retrouve en défaillance multiviscérale. Là, malheureusement, on est en train de perdre un patient en réa de défaillance multiviscérale dans un état d'hémolyse massif. En gros, ça met au tapis à peu près tous les organes quand on a des quantités très importantes. Et du coup, la nature s'est arrangée pour en fait protéger notre environnement, et en particulier les vaisseaux, de cette molécule qui est extrêmement toxique. D'une part, en commençant à mettre des protéines autour pour essayer d'empêcher les interactions oxydantes, c'est les globines. Et puis d'autre part, en mettant une membrane autour pour mettre une concentration assez importante, véhiculer l'oxygène tout en épargnant justement l'ensemble du système circulatoire avec un risque d'oxydation, etc. Dans la thalassémie, le problème, c'est qu'il va y avoir en fait une inadéquation, pour résumer, entre la production d'hème, qui n'est pas contrôlée par l'ADN, et la production des globines, qui, elle, est contrôlée par l'ADN. Et dans les thalassémies, en fait, c'est un défaut de production des globines. Si on dit une alpha-thalassémie, c'est un défaut de production des alphas. Si on dit une bêta-thalassémie, c'est un défaut de production des bêtas. Et donc, vous allez avoir d'une part une inadéquation en fait de production d'hème par rapport à ces globines et du coup à un moment donné un trop plein de noyaux héminiques qui vont en fait venir perturber l'érythropoïèse et qui du coup vont à la fois provoquer une dysérythropoïèse importante avec des aortons intramédulaires, mais aussi, et ça on commence à le savoir parce qu'on a inventé un dosage de l'hème en circulant et on fait les dosages et on se rend compte que les malades thalassémiques ont des énormes quantités d'hème circulant qui probablement impactent de nombreux organes, plus qu'on ne le pense, parce que le macrophage, en gros, il essaie de recycler, et quand il y a trop, en fait, il le recrache. Donc il y a des transporteurs qui font qu'on se retrouve avec ces niveaux d'hème élevés. Évidemment, il y a une histoire aussi de chaîne de régulation de l'érythropoïèse, puisqu'on produit des milliards de globules rouges par minute, et que pour ça, il faut que tout soit bien processé, d'autant plus qu'il va y avoir à un moment donné une énucléation du noyau au niveau des progéniteurs érythroïdes et qu'il y a une balance entre la voie des caspases qui mène vers l'apoptose et qui en même temps est nécessaire à cette différenciation. Et là, du coup, vous avez peut-être entendu parler du rôle des chaperones de GATA1, qui est un facteur de transcription indispensable pour permettre en fait une bonne érythropoïèse, mais qui en même temps a besoin d'être chaperonné par soit HSP70, soit alpha-HSP, pour aller en fait au niveau du noyau et ne pas être digéré par la voie justement des caspases. Et quand ces chaperones, elles sont trop occupées à essayer de justement limiter la casse parce qu'il y a un excès d'une chaîne par rapport à une autre, et bien en fait, on se retrouve avec en plus un problème de dérèglement de l'érythropoïèse. Parallèlement, il y a une anémie et il y a une hyperabsorption du fer parce qu'on va avoir en fait le système
de l'homéostasie du fer qui va être perturbée avec en fait une hepcidine qui va s'effondrer et puis surtout une entrée du coup massive via l'entérocyte du fer qui fait que pour un patient thalassémique, même non transfusion dépendant sur les intermédiaires, il peut avoir en fait une surcharge en fer liée à une hyperabsorption du fer. Alors sur la thalassémie, en fait, la première des choses qui a commencé à sauver les patients, ça a été en fait de commencer à les transfuser. Et dans les années, donc avant les années 55, il n'y avait pas de transfusion systématique. Et puis on a commencé à transfuser ces enfants. Dans les hydrops fétalis, maintenant, ça commence même à se faire in utero. Mais ça, c'est pour les alphas dont je ne parlerai pas. Et puis, on voit que les mortalités se sont améliorées sur l'aspect anémie sévère pour petit à petit laisser la place à une augmentation de mortalité un peu décalée, mais qui était liée en fait à l'apparition d'une surcharge en fer. Et l'amélioration secondaire de mortalité qui est survenue chez les thalassémiques, principalement transfusion dépendants, a été liée à l'apparition des chélateurs, avec les premiers chélateurs qui ont été le Desferal, puis le Feriprox, puis l'Exgel. Alors, quand vous faites une transfusion, vous allez apporter en fait 200 à 250 mg de fer et le système, l'homéostasie martiale en fait est tel qu'on n'a pas de système d'évacuation du fer, sauf les femmes avec les menstruations. Mais par exemple, les hommes, il n'y a pas de système pour évacuer le trop de fer. Donc ce fer va s'accumuler. Il faut savoir qu'il faut à peu près 10 à 20 kilos seulement dans la vie. Ce n'est même pas une question de par année. C'est qu'avec 20 kilos au cours de la vie, vous avez mis en banque tout ce fer-là qui, en fait, du coup, va y rester et va provoquer des dégâts oxydatifs, d'autant plus que vous avez ce mécanisme d'hyperabsorption lié, entre autres, à cette baisse d'hepcidine qui va favoriser donc l'hyperabsorption. Alors, ce fer, vous l'avez au niveau du sang, vous l'avez au niveau du foie, et puis vous l'avez finalement à la fin au niveau du cœur. Et en fait, il n'y a pas une adéquation, il n'y a pas un parallélisme entre les trois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir en fait des phases où vous allez avoir une hyperferritinémie, puis pas encore en fait la surcharge en fer, et puis après vous au niveau hépatique, et puis après vous aurez une surcharge en fer importante au niveau hépatique et ensuite au niveau du cœur. Mais en fait, pour faire machine arrière, vous pouvez très bien avoir chélaté avec des niveaux circulants qui sont nickel. Au niveau du foie, vous pouvez même avoir une très belle chélation au niveau du foie, puis garder malgré tout une atteinte cardiaque qui peut être sévérissime. Donc, il faut retenir qu'il n'y a pas dans les mesures que vous allez faire, même si évidemment il y a une corrélation, mais à l'échelle individuelle, elle n'est pas systématique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on surveille d'abord, on fait le compte des kilos que le malade a reçus et combien il reçoit par an, puisqu'en fait, à partir d'un certain niveau de consommation, même si on essaye finalement de ne pas trop le faire, parce qu'on sait finalement que la rate est un filtre excellent qui permet de prévenir non seulement les infections, mais également certaines atteintes d'organes, des fois, quand ça consomme trop, il n'y a pas d'autre moyen que d'enlever la rate. Après, quand on a une surcharge avec une ferritine qui est élevée, on commence à regarder au niveau hépatique. On fait la mesure, donc là c'est le leak, mais par exemple chez nous on fait en micromol par gramme de foie, donc c'est des algorithmes qui dérivent d'ailleurs de l'hémochromatose génétique, et à ce moment-là on regarde quel est le niveau de surcharge hépatique à l'IRM, ce qui nous donne une évaluation qui correspond à peu près dans les études à ce qui se faisait quand on faisait des biopsies hépatiques. Et avec le temps passant, on va se retrouver également avec cette surcharge cardiaque qui se mesure avec le T2 étoile. Quand on est en dessous de 20 millisecondes, ça veut dire qu'on a une surcharge au niveau cardiaque avec un risque accru d'arythmie. Et quand on est à moins de 10 millisecondes, à ce moment-là, on a un risque important d'insuffisance cardiaque et de décès lié au cœur. Et là, ça devient une urgence. C'est-à-dire que quand on en est à moins de 10 millisecondes et qu'on a un cœur, là, comme vous voyez à droite,
qui est noire, là, en gros, il peut tout se passer pour le patient avec en fait des troubles du rythme ventriculaire, des arythmies, une cardiopathie restrictive sévère, et donc on a un risque réellement de désamorçage et de décès. Il y a eu quand même pas mal de projets. Alors ça, c'est vraiment une urgence. Là, pour le coup, c'est quasiment une des seules vraies urgences de la thalassémie. Il y a eu pas mal de progrès qui ont été faits sur la chélation intensive, même si au niveau des molécules, on reste quand même sur toujours les trois mêmes. Et du coup, la mortalité a un peu diminué sur ces atteintes, en particulier cardiaques, qui commencent à être vraiment la cause de mortalité principale. Et on voit maintenant apparaître des carcinomes hépatocellulaires secondaires, en fait, à, par exemple, la surcharge hépatique cumulative au niveau du foie, qui en fait fait la suite de la cirrhose. Et puis, c'est une maladie qui est également multisystémique, puisqu'il n'y a pas que le foie et le cœur, mais il y a quasiment toutes les glandes. C'est-à-dire qu'on peut être diabétique dû à la surcharge en fer, on peut avoir un panhypopituitarisme dû à la surcharge en fer, un hypogonadisme, etc. Et donc, en fait, tous ces traitements et cette surveillance vont essayer justement de limiter ces atteintes d'organes qui, encore une fois, ne sont pas toutes l'apanage des transfusions dépendants. Il y a des patients qui sont peu transfusés, qui, à cause de cette hyperabsorption de fer, peuvent avoir en partie des atteintes d'organes. Moi, j'ai un patient, par exemple, qui est bêta-thalassémique, qui, à un moment donné de sa vie, était transfusé, qui est bien chélaté et qui, en fait, a un diabète et un hypogonadisme qui est lié à sa surcharge, en fer. Alors, est-ce que vous avez des questions pour la thalassémie? Et pourquoi il y a cette baisse d'hepsidine? C'est lié à quoi? Eh bien, c'est lié en fait à un besoin de. Comme en gros, il y a une anémie, donc en fait, il y a besoin d'une production. Parce qu'il y a finalement, il y a une hyperproduction, et pour l'hyperproduction, on a besoin en fait d'avoir une hyperabsorption. Et donc en fait, on a besoin d'avoir une mobilisation des stocks de fer et de l'entrée du fer qui passe en fait par une ferroportine qui est bien ouverte et qui laisse bien passer, qui n'est pas en fait bouchée par l'hepsidine qui vient l'empêcher. Alors que dans la drépano, c'est un mécanisme, c'est un peu différent, parce que dans la drépanocytose, probablement qu'il y a un effet inflammatoire global qui fait que du coup, les niveaux d'hepsidine, comme c'est aussi une protéine qui est inflammatoire, vont monter et ne vont pas interagir de la même manière. On a très peu en fait de surcharge, il n'y en a quasiment pas de surcharge non transfusion dépendante dans la drépanocytose. Je voulais savoir, est-ce que dans la prise en charge... Et d'ailleurs, on n'a quasiment aucune surcharge en fer, ce qui est assez mystérieux, même chez les transfusés, même chez les malades transfusés. Est-ce que dans la prise en charge, on peut utiliser de l'acide folique? Il faut apporter donc de l'acide folique, il faut faire un bilan d'ostéoporose assez régulièrement, il faut faire les recherches. C'est pour ça que je vous dis, là, je vous fais un survol pour vous donner un peu envie, hein, mais là, clairement, en 1h30, qui est même plus et demie, là, vous allez voir que c'est assez... Donc, voilà. Mais oui, il faut donner de l'acide folique, il faut faire le bilan, on les traite aussi quand ils ont des ostéoporoses par biphosphonate, etc. Alors, la drépanocytose, c'est un vaste sujet qui, moi, quand j'ai été à votre place, était relativement simple. On voyait en hospice des malades en crise vaso-occlusive et en gros, c'est à peu près tout ce qu'on retenait. Et c'est un peu d'ailleurs ce qu'on continue à retenir de manière un peu schématique quand on voit les malades qu'en hospitalisation et dans des endroits qui sont différents que Mondor, où là, pour le coup, on a des atteintes de pas mal d'organes en aigu. Mais en fait, avec l'amélioration de la prise en charge, d'abord, la mortalité infantile a chuté dans les pays riches, puisqu'elle est maintenant exceptionnelle. Les quelques rares cas qui restent de mortalité pédiatrique, c'est des séquestrations de la rate massive et c'est des infections. Mais chez l'adulte, on a aussi vu notre population grandir parce que certains malades vieillissent et maintenant on a des patients de drépano de 70, y compris 80 ans. Mais du coup, on a vu apparaître toutes les complications chroniques qui peuvent apparaître avec le temps et qui, en gros, comme vous allez le voir, peuvent être extrêmement sévères et touchent à peu près tous les organes.
Et actuellement, en France, au moins la moitié des décès sont liés directement à ces complications, y compris à froid. Et en crise, beaucoup de ces décès liés aux crises sont également liés à de la comorbidité d'atteinte d'organes. Donc, au niveau de la complexité de la maladie, on est en l'espace de 10 ans dans une situation de relative incompréhension, mais un truc relativement facile à comprendre, c'est-à-dire on a des globules rouges qui se déforment en faucilles, enfin, qui, en gros, une tête de faucille et vont boucher les vaisseaux, à un truc qui, même d'un point de vue physiopathologique, est beaucoup, beaucoup plus complexe, puisque effectivement, c'est l'archétype même de la maladie monogénique, c'est-à-dire un gène, une maladie, mais c'est même plus que ça, puisque la mucoviscidose, c'est la même définition, sauf qu'il y a plein de mutations, en fait, pour la mucoviscidose, et par exemple pour les bêta-thalassémies, alors que la drépano, si vous n'avez pas la mutation de l'hémoglobine S, vous n'avez pas de drépano. Si vous n'avez pas l'acide glutamique en valine, il n'y a pas de drépanocytose. Et avec ça, en fait, on se retrouve avec une situation qui est ultra différente d'un malade à l'autre, une physiopathologie qui est assez complexe. D'une part, l'hémoglobine ne polymérise que quand elle est en forme déoxygénée, et ça, c'est le rôle du globule rouge de relarguer l'oxygène. Donc, dès qu'il a relargué, on est dans une situation à risque, d'autant plus qu'il y a un ralentissement du temps de passage des globules rouges dans les vaisseaux. Donc, c'est le rôle, par exemple, de la vasoconstriction ou de l'augmentation de viscosité qui, à même pression, va ralentir en fait le passage. C'est également les phénomènes d'adhérence cellulaire, puisque c'est des globules rouges qui collent, même avec une tête normale, en fait, ils ont des propriétés d'adhérence anormales. Et du coup, on a cet effet, on va dire, fluidique. Le deuxième, il est biochimique, c'est-à-dire que si vous prenez de l'hémoglobine S, que vous mettez votre sauce en acidose, ça polymérise. D'autant plus si vous montez un peu la température et que vous baissez le 2,3-DPG, qui est un facteur qui modifie l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Et en gros, par exemple, le malade là en réa, il était en acidose, tout était polymérisé, quoi. Donc là, c'est une défaillance totale d'à peu près tous les organes. Et puis, l'élément le plus important, qui pour nous est important pour essayer de mieux comprendre pourquoi des malades sont très graves d'un certain point de vue et moins d'autres, mais on a actuellement peu où on commence à avoir certains outils pour jouer là-dessus, c'est la concentration d'hémoglobine S au niveau du globule rouge lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui favorise le plus la polymérisation, c'est quand la concentration dans le globule rouge, elle est très élevée. Et ça, c'est quoi? C'est la déshydratation, par exemple, du globule rouge. Donc, un patient qui a des mutations de type maladie membranaire, piezo muté, spectrine, autres Gardos, etc., en fait, on a des cas catastrophiques qui sont liés juste à l'association à une autre mutation en fait, membranaire. Et ça, c'est grâce au NGS, c'est grâce à ces grosses cohortes qu'on commence à s'en rendre compte. C'est également la raison pour laquelle, entre autres, la mutation de l'hémoglobine C est associée à un phénotype maladie, alors que si on est AS, on est porteur sain, sauf quand on a une maladie membranaire. Ça, c'est un petit groupe de patients. Sinon, les SC, ils sont malades. Sauf qu'ils ont plus d'hémoglobine S qu'un AS, pour des raisons, ça vous intéresse, je vous les expliquerai. Et d'autre part, la concentration est beaucoup plus importante en hémoglobine S parce que l'hémoglobine C interagit en fait à la membrane, à la face interne, à cause d'un problème de charge. Elle est très chargée positivement et elle se fixe à la face interne chargée négativement et elle favorise en fait la fuite d'eau, d'où l'effet de déshydratation. Mais là, je ne vous ai parlé que du globule rouge. Et puis, oui, il y a l'élément protecteur majeur qui est l'hémoglobine fétale, qui est également un élément protecteur majeur dans la thalassémie, mais pour une autre raison. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de chaîne bêta, c'est bien d'avoir des gamma pour l'associer à l'alpha. D'accord? Donc, thérapie génique thalassémie, il y a du CRISPR-Cas9, BCL11A pour augmenter l'HbF. Même stratégie, exactement même vecteur pour la drépano, pour une autre raison, c'est que quand vous avez des gros niveaux d'hémoglobine fétale, vous empêchez la polymérisation de l'hémoglobine S, et en plus, si vous produisez de la S,
vous produisez de la gamma, vous produisez moins de vaisseaux. D'accord? Donc ça, c'est des New England, tout ça relativement récent. Mon labo, d'ailleurs, a fait les analyses d'un qui est en cours de reviewing pour le Children's Boston Hospital, que vous avez peut-être déjà vu passer en shRNA BCL11. Alors, l'autre problème, c'est que du coup, vos globules rouges dans la drépano, ils vont exploser en vol. Et quand ils explosent en vol, en fait, ils libèrent cette fameuse hémoglobine. Je vous disais, la nature fait bien les choses. Elle le fait encore en circulation, c'est-à-dire qu'en fait, l'aptoglobine est là pour trapper votre hémoglobine et empêcher son oxydation. Ce n'est pas uniquement la prendre en circulation et puis épurer, c'est qu'en plus, ça protège de l'oxydation. Pourquoi? Parce que si vous oxydez votre hémoglobine en circulation, vous produisez cet M. Et cet M, je vous l'ai dit, c'est du poison. Donc, il y a une autre molécule qui s'appelle l'hémopexine, une protéine, qui, elle, a également pour rôle d'épurer et de protéger le corps de cette action. Si ça ne suffit pas, en fait, ça se fixe à l'albumine et en fait, ça va abîmer petit à petit tous vos vaisseaux. Alors maintenant, on sait que ça les abîme par une activation de la voie alterne du complément et par une activation des cascades de la coagulation, en particulier via le Willebrand. C'est pour ça qu'on a parfois des tableaux, par exemple, dans une pathologie que je vous montrerai un peu plus loin, de maths catastrophiques. Et normalement, on a une enzyme qui s'appelle l'hémoxygénase, principalement au niveau des macrophages, des cellules endothéliales, des cellules de Kupfer, qui en fait va recycler votre M et qui va produire des dérivés qui sont le CO, très protecteur. Si vous avez du CO avec une hémolyse, c'est très bien, tant que vous ne dépassez pas les 8%, parce que là, ça devient toxique pour votre chaîne mitochondriale, mais en dessous, c'est un très bon élément, vasodilatateur, antioxydant, et qui empêche en plus la polymérisation. Et puis, vous avez la biliverdine, qui ensuite va donner la bilirubine, qui est également en fait un antioxydant, la biliverdine. Est-ce que ça veut dire que les fumeurs, ils sont un peu mieux dans ce cas? Alors, s'il n'y avait pas toutes les autres merdes qu'il y a avec le tabac, oui, et d'ailleurs, nous, on avait même l'idée de donner du CO aux urgences. Là, on est en train de soumettre une publication avec une molécule donneuse de CO, des résultats chez la souris et in vitro qui sont assez intéressants. Et puis, en fait, pour aller vite, mais c'est même plus complexe que ça, quand vous avez une hémolyse intravasculaire, quelle que soit la maladie, c'est ça qui fait de la drépano un truc assez intéressant, parce que si vous avez compris la drépano, vous comprenez à peu près toutes les maladies du globule rouge, et vous savez aussi comment les classer, et en fait, qu'est-ce que vous pouvez en attendre comme conséquences pathologiques. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de nouvelles molécules qui sont en train d'arriver via d'autres maladies et qui arrivent jusqu'à la drépano, ou de la drépano qui vont vers d'autres maladies, genre déficit PK, maintenant on l'a dans la drépano, dans la thalassémie, et initialement, c'est un New England déficit PK. Donc, quand vous avez une hémolyse intravasculaire, ce qui se passe, c'est que vous libérez votre hémoglobine, elle n'est pas encore oxydée, mais cette hémoglobine libre, en fait, elle va capter tout de suite votre NO. Le NO, c'est un gaz demi-vie 1 à 2 secondes. C'est un vasodilatateur puissant. Il joue principalement d'une manière paracrine. Il est produit par la cellule endothéliale et le macrophage. Si vous n'avez plus de NO, vous n'avez plus de vasoréactivité. Donc, ça joue sur la capacité à vos vaisseaux à s'adapter. Deuxième chose, comme je vous le disais, il y a l'effet à la fois mécanique de vos globules rouges qui ne se déforment plus. Il faut savoir que le plus petit de nos vaisseaux est de 20% plus petit que le plus gros de nos globules rouges. Ce qui veut dire que le globule rouge est obligé de se déformer et c'est fait exprès parce qu'on a besoin d'avoir des échanges gazeux. Plus le contact est important, meilleurs sont les échanges gazeux. Donc il y a aussi un problème d'échange gazeux. Ça, c'est des manips que j'avais faites au moment de ma thèse. C'est un patient en crise à gauche et pas en crise à droite, le même. Vous voyez que les globules rouges n'ont pas du tout le même comportement. Et ça, c'est encore un truc qui n'est pas totalement compris. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'en crise, tout d'un coup, ils se mettent à coller. Mais on sait maintenant quelles sont les voies de signalisation, quelles sont les molécules, et on a tout un paquet, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, on sait aussi qu'il y a les leucocytes qui interviennent avec des cascades inflammatoires, que maintenant, il y a également des théories sur la drépano très associée plutôt aux voies interféron. C'est un état prothrombotique, c'est très clairement une maladie prothrombotique avec un facteur de risque de thrombose sur KT, de thrombose sur fistule, de thrombose pulmonaire in situ, etc. Et puis, on a montré
il y a 2-3 ans que c'était une maladie du complément. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde les mesures du C5b9 soluble, on est à des niveaux pour les malades très hémolytiques qui est supérieur quasiment à ce qu'on a en dosage sur une hémoglobinurie paroxystique nocturne. Donc on a vraiment une cascade du complément qui est engagée et qui est d'autant plus engagée qu'on a un profil dit hémolytique. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait, pendant longtemps, on ne regardait que comment dire, les crises, c'est qu'en fait, les crises, c'est hyper douloureux, mais finalement, ce qui se passe au niveau osseux, parce qu'il y a un organe qui est inextensible, avec un œdème inflammatoire, comme le montre l'IRM du patient pendant la crise et à distance de la crise, avec en fait une très grande innervation, il suffit de se casser un membre pour savoir. En fait, les patients, ils expérimentent ça plusieurs fois dans leur vie, certains plusieurs fois dans l'année, et c'est atrocement douloureux. Mais on peut avoir le foie qui va au tapis sur un phénomène de séquestration des globules rouges, avec en fait une super urgence de greffe hépatique, sans avoir eu une seule douleur. Et pourtant, c'est de la crise intrahépatique. Donc, il y a d'autres organes qui peuvent avoir ça, mais c'est vraiment à cause de cette douleur qu'on en arrive à effectivement être complètement concentré là-dessus et à en oublier que c'est probablement la maladie la plus enfin moi je suis interniste, mais je ne connais pas de maladie plus multisystémique que le drépano. Il n'y a pas un organe en fait qui est quasiment épargné. De temps en temps, je disais le mésentère ou le pancréas, en fait c'est pas vrai, on a des malades qui ont des ischémies mésentériques sur des crises sévères, voire les atteintes pancréatiques, ne serait-ce que liées aux migrations lithiasiques. Donc en gros, voilà, c'est vraiment une maladie assez complexe avec, et là l'idée c'est de vous donner juste les organes de choix qu'il faut connaître à peu près, en tout cas en se disant ça existe, et le plus important c'est de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un qui sert. C'est la règle de base pour toutes les maladies. Et du coup c'est cela qui tue. D'accord. Pour le moment c'est principalement le quatuor cerveau, cœur, poumon, rein, avec une très grosse variabilité d'un individu à l'autre. Et même pour un même individu, au cours de sa vie, il ne fera pas du tout les mêmes complications dans l'enfance, l'adolescence, l'adulte et plus tard. Excusez-moi, il paraît qu'en fait, les diapositives ne défilent plus pour ceux qui sont en partage d'écran. Ah. Je pense que parfois, ça fait ça quand on est en plein écran. Ça fait ça. Et je vais recommencer. C'est bon? Juste pour la peau, ça fait quoi comme atteinte? Des ulcères. Ah, bah oui, c'est Des ulcères très douloureux. Et ouais. il n'y a pas du tout de moyen de prédire s'ils vont faire telle ou telle atteinte. Alors si, de plus en plus. Mais justement, on travaille là-dessus. Je vais vous montrer quelques pistes. Alors, l'anémie chronique, l'anémie en temps... Ouais, toujours pas. En plein écran. Alors là, j'ai pas trop de... Arrêtez le partage. Souvent, on reste en non plein écran. Nous, on fait défiler, mais sans mettre en plein écran. C'est bizarre. Là, ça marche? Si on reste comme ça? Ah oui, c'est bon. Bon. Après, le plus important, c'est de venir chez nous. Bon, l'anémie chronique, c'est le cadet de notre souci. C'est-à-dire que c'est important à cause de l'oxygénation tissulaire. Si on a le temps, je vous expliquerai notre théorie du pourquoi il y a une vasculopathie cérébrale qui se développe chez l'enfant. C'est une théorie, mais on essaie de la démontrer. Mais en gros, c'est un problème de transport de l'oxygène de toute façon. C'est-à-dire, c'est une hémoglobine, il n'y en a pas assez, et en plus, elle transporte mal à cause de la polymérisation. L'anémie aiguë, elle peut être problématique parce que quand on a une anémie aiguë, on n'est pas bien.
Mais ce qui est important, c'est quel est le niveau de régénération et est-ce que le malade peut transfuser ou pas, sachant qu'il y a des cas, vous verrez, où on ne peut pas transfuser les malades. Et puis surtout, moi, à chaque fois, quand on m'appelle, le malade, il a 7 grammes d'hémoglobine, est-ce que je dois transfuser? Je lui dis, quel est son niveau d'hémoglobine habituel pour lui? Et surtout, si effectivement, on me dit, allez, je vous appelle, j'ai 5 grammes d'hémoglobine, la première question, c'est pourquoi il y a 5 grammes d'hémoglobine? Parce que ce n'est pas l'évolution classique. Il y a un truc qui a dû se passer. Donc, ce qui a pu se passer, c'est soit le malade, il est en crise, il a des LDH à 2000, en fait, il a une nécrose médulaire, et il y a ces autres lignées qui chutent, parfois une un peu plus que l'autre, parce qu'on la remarque plus, et parce qu'il y a un tel turnover que sur les rouges, ça se remarque tout de suite. Il a croisé le parvo B19, et là, il a une érythroblastopénie. Il est en manque de vitamines, parce qu'il faut beaucoup de matières premières, et s'il a arrêté de prendre ses folates, il peut se retrouver en fait, brutalement en fait, en anémie centrale. Il a une séquestration, la rate chez l'enfant, chez le SC adulte, ça peut être le foie. Gros foie, chute d'hémoglobine, c'est particulièrement dangereux parce que le foie, des fois, ça se finit en greffe. Et puis, ça peut être le G6PD en plus, le saignement. On nous a déjà appelé de Réa pour un avis sur anémie. On a dit, est-ce que vous avez fait une fibro? Parce que je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. C'était une hémorragie digestive. Donc, oubliez toujours quand même vos classiques. Et en gros, les éléments dont vous avez besoin pour vous dépatouiller de tout ça, c'est les LDH, les rétiques. Les LDH, c'est important pour la nécrose médulaire, pour les séquestrations, y compris pour l'érythroblastopénie, parce que elles sont élevées, les rétiques pour votre production. Le pourcentage de S, j'y reviendrai, ça c'est à cause des HTR. Ah oui, maintenant il faut que je fasse comme ça. Alors la crise vaso-occlusive, si vous l'avez eue, c'est bien ce que je passe. Vous l'avez eu. Rapidement. Il y a longtemps, c'était il y a un an. Il y a un an. Bon, vous l'avez eu. Non, mais en gros, la crise, ce qui compte, c'est la prise en charge de la douleur. D'accord? C'est ça qui est important parce que c'est ça qui va vous donner un bon contact et c'est notre côté, c'est notre profession quand même humaniste, ou ce qui se veut humaniste. On ne peut pas laisser quelqu'un avoir mal comme ils ont mal. Après, c'est pas la crise osseuse en elle-même qui va tuer les malades. C'est-à-dire, ce qu'on redoute, c'est pas ça en fait. C'est ce qui suit chez certains malades. Donc, ça va être effectivement l'atteinte hépatique. C'est relativement plus rare qu'autre chose qu'il faut vraiment connaître, qui est ça, qui s'appelle le syndrome thoracique aigu, et qui est le pendant en fait pulmonaire de la crise vaso-occlusive. Ça se prédomine au niveau des bases, parce que c'est là où il y a le plus de vaisseaux. Là, donc c'est souvent bilatéral. Des fois, ça ressemble franchement à des OAP ou éventuellement à des pneumopathies. Quand vous avez ça, de la fièvre, vous pouvez dire que c'est peut-être également infectieux. Mais de toute façon, c'est de la crise. Il y a quelques cas où vraiment on n'a que de la pneumopathie sans STA, mais c'est quand même très rare. Il vaut mieux le prendre par excès que par défaut. Parce que le traitement, ça va être le même traitement que celui de la crise, c'est-à-dire qu'en gros, il va falloir mettre 6 fièvres au minimum de l'amoxicilline. Quand on a une STA et que ça ne va pas très bien, on élargit aux intracellulaires, parce qu'on peut avoir des mycoplasmes, des chlamydiés. On couvre également les intracellulaires. Et puis, en général, quand on a un STA sévère, on passe au C3G. Donc, en gros, c'est amoxicilline, ou si c'est moins bon, on a tendance à faire C3G, revamicine. Le syndrome inflammatoire, il est constant. En gros, dans une crise, il y a quasiment toujours une CRP élevée. Quand elle est strictement normale, il faut penser à l'addiction. C'est-à-dire, on a des malades qui, à force d'avoir mal, sont sous codéine, ils arrêtent, ça s'appelle une douleur de sevrage. Eux, ils confondent ça avec des crises. Bon, la CRP est toujours élevée dans une crise. Ou alors, vous la répétez, mais si elle est toujours normale, c'est qu'il y a autre chose. Dans le STA, ça va être plus élevé. Les LDH sont élevés. Il y a toujours une hyperleucocytose, ou presque toujours. L'hémoglobine, bizarrement, dans la crise, est relativement stable. Dans le STA, elle va avoir tendance à diminuer un peu. Et puis, on a publié ce score qui, en fait, nous dit, on arrive aux urgences, on sait grâce à cette étude que le STA va se produire à J3. Est-ce qu'on est capable de prédire l'évolution? La réponse est, on est capable de dire
tel malade ne fera pas ou très peu de risque de faire un STA. C'est un truc qu'on a validé en Europe, en Afrique. C'est une étude qui est en cours de publication. Et puis, on sait qu'il y a un certain nombre de patients qui, eux, vont développer le STA et on arrive à peu près à savoir quels sont les malades les plus sévères. Grâce à ça, d'ailleurs, on a démarré une prise en charge ambulatoire de la crise à domicile. C'est un truc un peu nouveau et qu'on avait démarré au moment du Covid. Excusez-moi, il y a quoi comme élément dans le score? Alors, il y a les réticulocytes, les leucocytes, la douleur du rachis et l'hémoglobine. D'accord. Il joue bien. Il dit, c'est le score. Le score, vous tapez mon nom et c'est dans eBiomed. eBiomed 2000. Ça nous oriente sur le bilan complet à faire quand on voit. Alors le bilan aux urgences, c'est un bilan NUM, rétique, LDH, bilan hépatique complet, et puis iono-uricréate. Voilà. Et tout ça, ça se perturbe direct ou c'est un peu décalé comme pour l'hémoglobine? Alors, en général, le pire est à J2. Après, le foie, ça peut apparaître un peu plus tard. Mais ça, ce score, c'est à J1 par contre. Hein. C'est-à-dire, c'est le score calculé à l'arrivée aux urgences. Le lendemain, il marche encore. Après ça n'a plus de sens, parce que de toute façon, ce qu'on essaye d'éviter, ça arrive au 3e jour. Le STA, c'est soit inaugural, le malade, il arrive déjà avec le STA, soit en général, il arrive à J3. D'accord ? Et puis, il faut faire attention, parce que ça, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'interne au 10e médecine interne à Mont-d'Or. C'est première partie du semestre, mort de trouille. Deuxième partie du semestre, drépano facile. Troisième partie du semestre, mort de trouille. Parce qu'entre les deux, en fait, il s'est retrouvé avec un gros zloups et a poussé lui-même le lit jusqu'en réanimation. Et à comprendre que c'était un peu plus complexe que... Et on s'est rendu compte à cause d'une étude prospective qu'en fait, il y avait des thromboses in situ au niveau des artères pulmonaires, en général sur des artères segmentaires ou sous-segmentaires, comme vous les avez là, et qui en fait sont totalement déconnectées d'une phlébite. C'est-à-dire c'est vraiment une formation thrombotique dans le poumon qu'il faut traiter. La question c'est, si on avait des scanners qui permettent d'aller hyper loin, probablement qu'en plus on aurait des phénomènes thrombotiques un peu partout. Et donc il y a une étude là en cours pour essayer de savoir s'il ne faut pas traiter tout le monde à dose efficace d'héparine. Toujours est-il que quand il y a un STA et qu'on le sent moyennement, parce que malheureusement là par contre on n'a pas de score, sauf les SC. Les SC, il faut tous les passer à l'angioscan. Sinon le mot d'ordre c'est la gravité. Si le malade il va en réa, il a un angioscan. S'il a les critères d'échange transfusionnel, il va à l'angioscan. Moi, j'ai coutume de dire que finalement, le stéto, il fait aussi bien que la radio. Éventuellement, l'écho, ce sera un bon élément, mais on ne les a pas encore. Je veux dire, portative. Et sinon, après, c'est un angioscan. Et puis, pendant le STA, en fait, ce qu'on redoute, c'est entre autres l'augmentation des pressions dans les artères pulmonaires, qui finalement sont le reflet d'une augmentation des résistances due possiblement à ces phénomènes à la fois d'occlusion et de thrombose, et on sait que c'est associé à une surmortalité, et c'est une surmortalité non seulement au moment en fait du STA, mais en plus c'est une surmortalité à distance en fait du STA pour les patients qui ont survécu en réa, sachant que heureusement la mortalité dans le STA est quand même faible dans une bonne réanimation. C'est pour ça qu'il faut tout de suite, quand il y a une réa où on ne connaît pas bien, il faut tout de suite l'adresser à une réa qui connaît bien, parce que pour le coup, les différences de mortalité sont nettes. C'est valable pour également d'autres pathologies, la myasthénie, enfin toutes les maladies. Ici, l'onchoréa n'est pas la même que si vous vous retrouvez dans un hôpital privé. Les critères de gravité du STA qui vont être ceux de l'échange transfusionnel, dont le but n'est pas uniquement en fait d'améliorer l'anémie, puisque ça, je vous ai dit, ce n'est pas tellement notre problème. Nous, l'idée, c'est d'échanger des globules rouges fortement pathologiques en apportant des globules rouges normaux sans augmenter la viscosité. Parce que l'autre élément dont je ne vous ai pas parlé, c'est que les globules rouges drépanocytaires participent à une hyperviscosité, d'autant plus quand il y a une désoxygénation, et que si on prend à hématocrite identique
un drépanocytaire et vous, la viscosité, elle est du simple probablement au double. D'accord? Donc nous, par exemple, on a un viscosimètre dans l'unité, on mesure quand on a besoin et on fait nos propres mesures de viscosité. Toujours est-il que, en gros, on a repris à peu près les mêmes critères que sur une BPCO, c'est-à-dire en gros, quand ça va mal cliniquement parce que vous êtes en polypnée ou hypopnée, que vous avez des signes de lutte, des troubles de conscience, que vous sentez au stéto que le malade il a des crépitants ou un souffle tubaire, parce que c'est que le souffle tubaire jusqu'à mi-champ ou au-dessus, que les gaz du sang ne sont pas bons. Là, on a rajouté l'hypercapnie importante. En gros, il faut les changer. Donc ça, c'était les éléments, on va dire, vraiment bateau de la prise en charge aiguë. Maintenant, les complications qui tuent. Alors, les complications chroniques qui tuent, elles sont associées à ce qu'on appelle le profil hyperhémolytique. Donc ça veut dire quoi? C'est des malades en fait qui sont très bas en hémoglobine, très hémolytiques, et c'est principalement une maladie d'hémolyse intravasculaire, contrairement à d'autres hémolyses, comme par exemple les maladies membranaires, où c'est souvent de l'érythrophagocytose ou de la séquestration splénique. Là, c'est vraiment une maladie très intravasculaire, avec une activation du complément, avec des débris, le stress oxydatif, tout ça. Et en fait, dans les études, ils se sont rendus compte, sur des études de cohorte, que quand on prend juste les LDH et qu'on regarde les niveaux de LDH et qu'on les divise en tertiles, et bien en fait, les malades qui avaient les plus hauts niveaux de LDH, il se trouve qu'ils avaient des complications qui revenaient plus fréquemment que les malades qui étaient avec des niveaux relativement faibles. Et de façon assez bizarre, en fait, ces malades qui avaient des niveaux importants de complications chroniques, ils avaient moins de crises vaso-occlusives. Ça, on commence à émettre des hypothèses sur le pourquoi, entre autres à cause du CO, je pense. Mais ces complications, c'est les ulcères de jambes, le cœur, l'atteinte diastolique en particulier, l'hypertension pulmonaire aiguë précapillaire, et le dernier qui a rejoint le groupe, c'est l'atteinte rénale, qui en gros est une atteinte à la fois glomérulaire et tubulo-interstitielle. Et il se trouve que ce profil hémolytique, il est associé à des phénotypes érythrocytaires différents. Là, ici, vous avez un gradient de densité qui est fait sur un gradient de phtalate, où on regarde en gros le poids des globules rouges, est-ce qu'ils coulent rapidement au fond. À gauche, c'est un témoin AA, et en gros, c'est une courbe de Gauss, c'est-à-dire que vous voyez que la majorité est ni très légère ni très lourde. Les très légères, c'est l'hérétique, très lourdes, c'est nos vieux globules rouges qui vont être éliminés, puis au milieu, c'est la masse. D'accord ? Pour les drépano, la différence, c'est 120 jours de durée de vie versus, de l'autre côté, on est dans les études 15 et peut-être 25 jours de vie des globules rouges. Donc, c'est pas du vieillissement chronologique, c'est vraiment des processus de sénescence. Et puis, il y en a en fait qui sont extrêmement déshydratés, qui coulent au fond, comme en fait, nous, on n'en a pas. Et c'est là où en fait, on va retrouver des anomalies associées qui peuvent expliquer qu'effectivement, si on a un piezo muté avec en fait une entrée massive de calcium et du coup une activation de gardose et une déshydratation, on va se retrouver avec un malade qui a des niveaux justement de cellules denses très élevés. Et ces cellules denses, elles ont des caractéristiques vraiment pathologiques à elles-mêmes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, le transport de l'oxygène. C'est-à-dire que quand on fait un test de marche à des patients qui ont beaucoup de ces cellules denses, qui sont très peu déformables, et là, c'est en haut, c'est la courbe de dissociation. Donc, en fait, si vous vous souvenez de la belle sigmoïde, en fait, il n'y a même plus de sigmoïde dans ce groupe de globules rouges. Alors que pour le même malade, quand on prend les non denses, en fait, on a une sigmoïde qui finalement est relativement conservée. Donc ça, c'est des expériences sur le même sang, le même malade. Si vous regardez, vous demandez aux patients, faites un test de marche, il n'y a pas d'atteinte cardiaque, pas d'atteinte pulmonaire comme on l'a fait dans l'étude, et vous regardez combien de temps ils passent sous 88%, il y a des malades qui se baladent sur 6 minutes, ils font 3 minutes et quelques à moins de 88%. C'est-à-dire, nous, ça serait déjà pas bon. Donc, quand on est à 7 grammes, voire 6 grammes d'hémoglobine, et qu'en plus,
on a un transport d'oxygène qui effectivement n'est pas bon du tout, comme c'est leur cas, en fait, ça donne des problèmes d'oxygénation tissulaire. Et du coup, quand vous avez ça, qu'est-ce que vous faites? Votre corps, comment il va réagir? J'imagine qu'il essaie encore plus de Réduire. Ouais, donc ils sont avec une hyperréticulocytose. Et sinon, les organes, ils crient famine. Ils ont besoin d'oxygène. Comment vous faites? Une acidose, enfin, lactique. Alors, ça, on l'a pas. Non, c'est pas. Ça pourrait si on avait une rupture effectivement du cycle. Mais là, pour le coup, effectivement, ça n'arrive plus au Krebs. Il y a une vasoconstriction des organes moins importants. Alors, ça, c'est quand vous êtes effectivement en état de choc. Hyperventile. Mais la première des choses, non, vous augmentez votre débit. Vous avez besoin de quelque chose. Ce quelque chose est transporté par quelque chose qui circule. Vous n'en avez pas assez. Et ben, en fait, vous ouvrez le robinet à fond. Donc, ces malades, ils sont à 8 litres, 15 litres minute. Voilà, avec une fréquence cardiaque qui va avec. Et du coup, en fait, avec une usure de toute la tuyauterie, y compris cardiaque, qui effectivement est à l'image du truc. Et je pense que c'est une des explications d'ailleurs de la vasculopathie cérébrale de l'enfant, à laquelle va s'ajouter tous les mécanismes oxydatifs dont je vous ai parlé, etc. Mais en gros, c'est ce que vous allez voir pour le cœur. Alors, sur les atteintes, on va dire, quand on regarde et qu'on fait des coupes, ben, en fait, ça donne une prolifération intimale avec en plus une lumière qui est anormale, avec des cellules plexiformes, avec des caillots dedans. Là, c'est ce que vous voyez là au milieu de la lumière quand ça fait ça, c'est ce qu'on appelle une cellule plexiforme. Et en gros, ça, sur des petites artérioles pulmonaires, ça va donner en fait une hypertension artérielle précapillaire, relativement distale, dont on pensait en fait que c'était la cause principale de l'hypertension pulmonaire de la drépano. Et puis en fait, il y a une étude française qui avait été publiée en 2011 où en fait on a revu un petit peu ça avec des cathédrales systématiques, puisque c'était une collaboration avec l'équipe ils étaient à Antoine Béclair, maintenant ils sont à KB d'hypertension précapillaire, où tous les malades qui avaient des vitesses de régurgitation tricuspidienne à plus de 2,5, puisque c'était un cut-off qui avait été trouvé par une étude américaine comme un critère de surmortalité, et bien en fait, quand on faisait un cathé à ces patients, on se rendait compte que d'une part, tous les malades qui avaient ces vitesses élevées, ils n'avaient pas tous une hypertension pulmonaire, mais que parmi ceux qui avaient une hypertension pulmonaire réelle, il y en avait à peu près moitié qui avaient une vraie HTAP précap, c'est-à-dire avec une PAPM qui répond à la définition supérieure à 25, mais une PCAP qui est basse, c'est-à-dire la pression bloquée qui correspond donc aux cavités gauches qui va être inférieure à 14, et que dans l'autre moitié des cas, en fait, la PCAP, elle est élevée, et là, en fait, c'est un problème cardiaque. Et c'est là où on s'est rendu compte que derrière l'HTAP précapillaire qu'on avait tous à peu près, dont on avait tous à peu près connaissance, il y avait cette atteinte. Et dans cette étude qu'on a reprise avec à peu près 400 malades, suivis plus de 8 ans, on se rend compte que ceux qui ont une vraie HTAP au KT, c'est ceux qui ont la plus grosse mortalité, puisqu'on est à 39% de patients décédés à 10 ans dans ce groupe-là, et c'est à peu près pareil en pré-cap ou en post-cap. Et ce qui est intéressant sur l'HTAP pré-cap, c'est que suivant le génotype, la manifestation va être différente. C'est-à-dire les SC, ils sont très visqueux, ils ont un niveau d'hémoglobine un peu plus élevé, ils sont moins hémolytiques, ils ont beaucoup de complications thrombotiques, ils ont une surmortalité avec le Covid d'ailleurs, pour la drépano. Alors que les SS, ils vont avoir un niveau un peu plus bas, il y a ces phénomènes hémolytiques, ce n'est pas les mêmes atteintes vasculaires, donc on a deux présentations un peu différentes. Et quand on regarde deux malades, un SC et un SS, et on regarde qu'est-ce qu'ils ont comme HTAP de pré-cap, puisque les deux peuvent en faire, mais chez les SS,
vous allez avoir une atteinte qui est ce qu'on appelle un aspect d'arbre mort, c'est-à-dire vous avez une raréfaction en fait, vasculaire liée à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire des atteintes proliférantes de parois. Et de l'autre côté, vous avez un truc qui ressemble en fait à un cœur pulmonaire chronique post-embolique. Et du coup, les traitements ne sont pas les mêmes. Donc, dans un cas, on va avoir mettre des anticoagulants à vie facilement. Il y a même des endartériectomies qui peuvent être faites ou des décortications chirurgicales. Dans l'autre, en fait, on est plus sur un traitement systémique de la maladie. Dans tous les cas, il faut traiter la maladie. Dans la drépanocytose SS, il est impératif de traiter efficacement. Alors nous, dans ces cas-là, on fait des échanges par érythrophérèse, plus hydroxyurée, plus éventuellement d'autres traitements. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous ai parlé du syndrome thoracique aigu. On s'est dit, bah ouais, il y a une atteinte pulmonaire, il y a une hypertension artérielle pulmonaire au cours du STA, etc. C'est la même chose. Maintenant, en fait, les malades qui font des STA, c'est pas eux qui font une HTAP précap. Ça aurait été trop simple. Ceux qui ont une HTAP précap, c'est ceux qui ont des ulcères de jambes. Et en fait, c'est une atteinte liée à l'hyperhémolyse avec tout ce que je vous ai raconté, de l'atteinte hyperhémolytique, alors que ceux qui font un STA, d'ailleurs, il y a une probabilité d'autant plus importante de faire un STA quand vous n'êtes pas traité que votre hémoglobine est élevée. C'est moins valable sous HU, mais quand il n'y avait pas l'HU, c'était un truc qui était connu. Et puis on en arrive donc au cœur, puisque c'est l'autre problème. Ben, le cœur, quand on regarde par rapport à une population contrôle, on avait pris des antillais, en fait on a des cardiopathies dilatées, d'hyperdébit, avec une fraction d'éjection qui finalement est relativement conservée. Et quand on s'amuse à faire des analyses multivariées pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le cœur drépanocytaire, on tombe exactement sur ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène au niveau des tissus. Le seul moyen, c'est d'augmenter en fait. Donc si vous avez une anémie, et d'autant plus si la qualité de l'hémoglobine rouge est mauvaise, c'est-à-dire une hémoglobine fétale basse, qui n'empêche pas assez la polymérisation, et bien à ce moment-là, vous allez devoir augmenter votre débit. Si vous augmentez votre débit cardiaque, vous remodelez votre cœur, parce qu'en fait, il a besoin d'éjecter une grosse quantité, et en fait, il se développe en dilatation, et on aboutit en fait à ça, c'est-à-dire d'abord remodelage de l'oreillette gauche associé aux globules rouges, à l'HbF et aux cellules denses. Alors évidemment, dans des évolutions différentes. Ensuite, vous avez la dilatation du ventricule gauche. Et puis, vous avez, pareil pour l'insuffisance cardiaque. La baisse de la FEVG, celle-là, elle est rare, elle est grave, c'est des malades qui meurent, et elle n'est pas encore bien comprise. Ça, je vais passer. Donc, là, pour le coup, nous, quand on a une augmentation des vitesses de régurgitation qui reste encore un cut-off important, et qu'en plus le malade, il a une FE pas énormément diminuée, 55, ça nous suffit, on tilte quand même parce qu'en fait, on avait trouvé qu'on avait quand même cette courbe de mortalité qui était quand même très parlante. Et puis, l'autre chose qui est intéressante, c'est que, et on retrouve la même chose, c'est que la drépanocytose est une maladie extrêmement fibrosante au niveau cardiaque. Et que quand on prend toutes les maladies confondues, finalement, la drépano arrive juste après l'infarctus du myocarde et devant la sclérodermie. Et ça, c'est probablement à cause de ce stress oxydatif, de cette atteinte myocardique qui est à la fois microvasculaire et à la fois liée à cette toxicité de l'hème avec une réaction paradoxale. Et puis, on s'est rendu compte aussi que, en gros, quand on abîme les vaisseaux, avoir une surpression, c'est pas très bon en population générale, mais pour la drépano, c'est d'autant plus le cas. C'est-à-dire que la drépanocytose est une maladie avec peu de patients hypertendus. Quand il y a une hypertension, en général, c'est souvent qu'il y a un couple cœur-rein qui dysfonctionne, et en fait, on a une surmortalité, même sur des malades qui ont 130-80. Donc, on regarde très attentivement, et quand on a des malades au-dessus de 130-80 de moyenne, moi, je les traite sans aucune hésitation. Alors bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un joli papier qu'on avait fait avec Thomas Dumière, qui est cardiologue, où en fait, on a fait une atteinte, des analyses un peu à la mode, là, qui sont vachement intéressantes vous mettez tout le monde, vous laissez en fait les algorithmes se débrouiller, et puis vous trouvez des clusters, et vous essayez de comprendre comment est-ce qu'il vous a fait des groupes de malades relativement homogènes,
correspondent pas toujours à ce que vous aviez anticipé. Et grâce à ça, on s'est rendu compte finalement que le phénotype très hémolytique, eh ben, en fait, il était essentiellement lié à une atteinte post-capillaire. C'est-à-dire que les malades très hémolytiques, c'est surtout ceux-là. Les pré-cap, ils sont hémolytiques, mais il y a autre chose qu'on ne comprend pas encore totalement et qui est peut-être également associée, sûrement d'ailleurs, à une atteinte, on va dire, plus thrombotique. Donc en pratique, pour revenir quand même à des choses de terre à terre, ce n'est pas la peine de se jeter sur le caté droit, parce que maintenant on a quand même une bonne expérience avec les coqueurs. Mais si vous avez une vitesse de régurgitation au-dessus de 2,8, il faut quand même tilter, ou alors un test de marche pourri avec plus de 2,5. C'est-à-dire que là, il faut quand même référer à quelqu'un qui connaît, et qui connaît bien. L'association que je vous ai montrée, elle est quand même pathologique. Il faut évidemment chercher d'autres étiologies, comme les maladies thromboemboliques, en particulier pour les SC, les syndromes porto-pulmonaires quand vous avez une cirrhose, et puis après, il y a le traitement. Donc pour le traitement, il faut toujours traiter la drépano. Quand vous avez une hypertension pulmonaire, on est dans une forme grave. Il faut traiter la drépano. C'est les échanges, voire l'association échange hydroxyurée. Et puis, il y a l'HTAP pré-cap. Et là, on est sur du problème de vaisseau. Donc, c'est vasodilatateur, plus ou moins anticoagulation, plus ou moins diurétique si on est sur des pressions de droite élevées. Et puis, quand c'est post-capillaire, post-capillaire, on ne sait pas encore bien. Une chose est sûre, c'est qu'il faut faire un Holter-ECG. Là, on n'a pas encore publié le papier, mais une atteinte cardiaque drépano, Holter-ECG. On a des TV non soutenus. En fait, c'est 30% de décès sur mort subite, probablement sur des atteintes comme ça. Alors, pour le rein, c'est pareil. Vous avez à peu près le même type de problème, c'est-à-dire vous allez être en hyperdébit avec initialement des gros glomérules, une hyperfiltration, et puis à force d'avoir ces phénomènes de remodelage et en plus de toxicité liée à l'hémoglobine circulante, vous allez avoir du coup des lésions par exemple, hyalino-segmentaire et focale qui vont apparaître. Vous allez avoir une hyposténurie à cause d'une atteinte de la médulaire rénale qui n'arrive plus en fait à faire la concentration des urines. Ça, on a fait une étude qui montre bien que c'est les cellules intercalaires qui dysfonctionnent, probablement parce que vous avez des artères hélicines en fait qui sont autour de la médulaire et que probablement elles deviennent un peu droites. Donc si vous perdez en fait le gradient corticomédulaire, en fait vous faites plus de réabsorption. Les enfants se pissent dessus la nuit. Il y a plein d'énurésies, y compris des adultes qui n'osent pas le dire. Ils ont du mal à concentrer les urines. Donc, en fait, la nuit, ils peuvent effectivement avoir des tableaux d'énurésie. Et puis après, il y a l'acidose qui arrive. Et l'acidose, ça vous rappelle ce que je vous ai montré avant. C'est-à-dire, ça aggrave les phénomènes d'hémolyse. Et finalement, le rein, la médulaire, devient une usine à fabrication de cellules denses avec une atteinte hémolytique. Alors ça, très clairement, ça se manifeste par ça, c'est-à-dire en gros, c'est un truc qui est temps dépendant, qui apparaît progressivement avec l'âge, qui est d'autant plus important que le malade est hémolytique et qui est valable en Europe, en Afrique, etc. Et l'évolution, on la suit sur le DFG, qui initialement est hyperfiltrant, devient normofiltrant et finalement insuffisant rénal, jusqu'à la dialyse. On a 40 patients greffés à Mont-d'Or. Ensuite, on suit l'albuminurie, qui est micro, ensuite macro, en même temps qu'apparaît la dysfonction importante. Et c'est souvent non sélectif. Ça vous rappelle rien comme maladie? Néphropathie? Oui, de quelle maladie? Du diabète. C'est exactement l'évolution d'une néphropathie diabétique, sauf que dans un cas, en fait, on va avoir de l'épigénétique liée à l'hyperglycation, etc. Dans la drépano, il y a probablement le même type de problème, mais lié en fait à un élément d'hémolyse. Et ce qui est intéressant, justement, par rapport aux questions que vous posiez tout à l'heure, de savoir est-ce qu'on a des moyens de prédiction, oui, bon, ça c'est juste pour montrer les lésions. Ça, c'est juste pour vous dire qu'on a fait de la recherche avec des IRM
pendant la crise, le même malade à distance de la crise. L'atteinte corticale pendant la crise, on ne l'a quasiment pas. C'est la médulaire qui souffre. Raison de plus pour ne pas mettre des anti-inflammatoires pendant la médulaire, parce qu'en plus, avec la morphine, les anti-inflammatoires, finalement, l'étude contre placebo ne montrait pas d'intérêt. Mais par contre, on a bien une atteinte tubulo-interstitielle, avec d'ailleurs NGAL qui monte pendant la crise. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça, parce qu'on n'aura pas le temps de tout discuter. Mais en gros, voilà, ça c'est aussi tous les algorithmes qui arrivent, la médecine du 21e siècle. Vous avez plein de cohortes, vous avez la possibilité de faire du génome entier, et puis petit à petit, vous découvrez qu'il y a effectivement des gènes de prédisposition. Dans les populations, on va dire, d'origine afro-antillaise, génétiquement, toute pathologie confondue qui peut affecter le rein, il y a un polymorphisme qui est celui de ApoL1, qui est une protéine qui est protectrice pour la drépanosomiase africaine, sauf qu'en fait, quand elle est mutée, elle protège, mais à l'inverse, elle peut être facilitatrice au niveau du podocyte de lésions glomérulaires, en particulier hypertension, diabète, HIV, drépano. Et du coup, nos malades qui sont double mutés ApoL1, et là maintenant, dès qu'on voit qu'on a une atteinte rénale, on le fait, parce qu'un malade qui est double muté avec déjà un peu d'albuminurie, mais pas beaucoup, mais qui a 20-25 ans, on cherche un donneur, puis on le greffe. Hein. Ce n'est pas la peine d'attendre, de se rendre compte que même avec les IEC, même avec la CHU, là pour le moment, on sait que l'évolution risque d'être défavorable. Il y a d'autres polymorphismes, mais celui-là, c'est vraiment le plus connu. Bon, ça, c'est un truc qu'on avait fait pour montrer les troubles de concentration des urines, mais c'est un truc un peu compliqué. Donc voilà, pour les atteintes rénales, en résumé, oui, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même important. C'est qu'en gros, si vous avez une réserve alcaline à moins de 22 et que vous faites les tests un peu complexes pour montrer quelles sont les cellules qui ne fonctionnent pas, est-ce qu'il y a une acidose tubulaire, vous allez toujours trouver une acidose tubulaire. Donc moins de 22, c'est qu'en fait, il faut refiler des bicards. Parce que le malade, du coup, en fait, il fabrique du polymère à cause de cet effet de l'acidité. Et en plus, il a à tous les coups un trouble de concentration des urines. Donc, quand il fait chaud, s'il ne boit pas ces 3 litres, parce qu'ils vont dire « ouais, mais je bois assez », mais non, en fait, il va boire, il va tout pisser. Donc là, il risque de faire des crises. Parce qu'en fait, il va avoir une hyperviscosité en été, parce qu'il croit avoir bu assez avec ses 2 litres qui, pour lui, ne sont pas suffisants, puisqu'en fait, il ne réabsorbe pas. Et donc, en fait, pour les atteintes rénales, en fait, on les suit à peu près de la même manière que dans le diabète, c'est-à-dire calcul du DFG avec le bon score là, que je vous ai mis, le CKD-EPI sans le critère ethnique, l'albuminurie, la réserve alcaline. Et puis après, il faut penser que y a de l'EPO, qu'on a besoin de PO pour fabriquer des rouges, que si on est en insuffisance rénale, en fait, l'anémie risque de se casser la gueule. Donc, souvent, on les traite par EPO. Et puis là, maintenant, on est en train justement de switcher pour, d'une part, traiter tous les malades par hydroxyurée. Et donc là, on est en train d'essayer de terminer une étude où on a eu du mal à inclure parce que les malades étaient déjà sous HU. Éventuellement, se poser la question des échanges, mettre des IEC quand il y a une protéinurie. Et là, je vous passerai le papier qu'on avait publié sur l'atteinte rénale, mais c'était monocentrique, monobras, et qui montrait quand même clairement qu'il y avait un bénéfice. C'est pareil pour les IEC. Voilà. Alors, le priapisme, juste un mot pour vous dire que ça existe et qu'il faut appeler tout de suite quelqu'un qui sait prendre en charge. Parce que sinon, plus d'une heure de priapisme, vous commencez déjà à avoir une atteinte au niveau des corps caverneux avec une fibrose, et que plus de 4 heures, vous avez une fibrose qui peut être irrécupérable avec en fait une impuissance à vie. Donc régulièrement, on récupère des malades pour lesquels on a trop attendu pour faire les gestes, qui sont en général... alors eux, ils font déjà des pompes, ou ils font... Alors quand on les a éduqués, hein, c'est une question à poser toujours à un jeune garçon, surtout en pédiatrie, parce que les catastrophes qu'on a eues, c'est à l'adolescence où ils n'osent pas dire à leurs parents, mais toujours leur expliquer, voilà, le priapisme, c'est une érection douloureuse. Si vous avez ça, et en fait,
Si vous avez ça, en gros, vous allez vite aux urgences parce que dans ces cas-là, il faut faire une injection d'Efortil, qui est un alpha-bloquant au niveau des caverneux pour essayer de limiter l'apport de sang. Et puis d'autre part, faire un drainage sans lavage, c'est-à-dire en gros, on essaye d'enlever le sang au niveau de la verge qui, pour l'avoir fait, est visqueux, violet et complètement désoxygéné. Et puis, si ça ne suffit pas, c'est de la chire de dérivation. Sinon, de toute façon, on met de l'androcure qui marche très bien, mais il ne faut pas l'utiliser trop longtemps. Enfin, C'est quoi l'androcure? c'est un anti-androgène. Donc, ça permet de casser, en fait, la... Juste une question sur le PO. Ouais. Ça ne fait pas des crises de réticulocite? Alors, le PO, moi, j'aime pas du tout l'utiliser sans HU parce qu'en fait, ça augmente les rétiques. Les rétiques collent plus que les globules rouges normaux et on a eu des crises déclenchées par juste de l'EPO. Donc, après, c'est pour ça que dans l'idéal, en gros, le problème, c'est qu'on a une baignoire qui fuit, on essaie de la colmater avec l'hydroxyurée, ça ne suffit pas. En fait, quand on est vraiment anémié, on essaie de remplir, donc on met de l'EPO. Mais là, maintenant, on a d'autres médicaments qui arrivent. On essaye de faire des associations thérapeutiques, par exemple avec l'oxylator, pour essayer de remettre le niveau de la baignoire. Là, on est en train d'arrêter plein de malades qui ont de l'EPO toutes les semaines. Excusez-moi. Ouais. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a-t-il une solution en pratique pour un patient qui présente une insuffisance, une puissance sexuelle secondaire au priapisme? C'est compliqué. Ouais, ça c'est compliqué parce que une fois que vous avez une dysfonction du corps érectile, dans ces cas-là, ça devient de la chirurgie avec souvent la mise en place de prothèses. Et si vous avez en plus de la fibrose, c'est 40% de complications de cette chirurgie. Donc, mais ça, il faut vraiment confier à un urologue qui connaît bien et à une équipe pluridisciplinaire parce qu'il faut préparer ces malades à la chire. C'est quand même une chirurgie à risque infectieux et de non-cicatrisation. Je vous parle très rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps, mais en gros, le foie, c'est des atteintes chroniques, des atteintes aiguës et des fois des atteintes aiguës sur chroniques. Donc le chronique, c'est déjà si vous avez un HBV, un HCV, vous partez mal. Si vous avez une hémochromatose, pareil. Mais sinon, la drépanocytose en elle-même, le fait d'avoir des successions de crises hépatiques va laisser en fait des séquelles, principalement au niveau des capillaires sinusoïdaux. Vous savez, ceux qui sont entre la vénule, donc la veine sushépatique et le système portal, là où il y a tous les hépatocytes. Et en fait, ils vont se gorger de globules rouges, ce qui peut en fait être la crise vasoclusive hépatique, qui est en fait une séquestration. Sauf que si le foie se met à dysfonctionner, en fait, ça peut, comme c'est massif, vous pouvez le retrouver avec une insuffisance hépatocellulaire et une nécessité de greffe de super-urgence. Donc là, il ne faut pas perdre une seconde, il faut faire un échange massif érythrocytaire et puis croiser les doigts pour que ça tienne, parce que malheureusement, le foie, quand il est vraiment au tapis, il n'y a pas d'autre solution que de le remplacer. Le Mars, les systèmes de Mars, ça tient à peine 24 heures, mais en général, on ne tient pas très vite avec ça. Je vais passer aux AVC. C'est vraiment un survol, mais au moins pour que vous ayez... retenez pas tous les détails. Au moins, vous appelez, quoi. Alors, la vasculopathie cérébrale, c'est assez bizarre, parce que contrairement aux autres manifestations chroniques que je vous ai montrées, c'est un truc qui apparaît au cours des 5 premières années de vie. Et c'est probablement du fait du développement cérébral de l'enfant qui a besoin d'énormes quantités d'oxygène. Et comme il est anémié, surtout dans des phénotypes probablement hémolytiques, il a en fait un hyperdébit. Et à cet âge-là, après 5 ans, on s'est rendu compte, parce qu'on a une étude encore de modélisation in silico et même d'impression 3D, on s'est rendu compte qu'en fait, après l'âge de 5 ans, finalement, la taille des vaisseaux est à peu près la même que la nôtre. Mais chez le petit enfant, ils sont vraiment plus petits. Donc ça crée en fait des modifications de flux qui sont importantes, probablement
délétère à la paroi et une réaction en fait intimale qui finalement, quand je vous montre l'image, je vous aurais dit c'est l'HTAP précap de tout à l'heure, vous m'auriez dit bah oui, sauf que c'est pas du tout le même âge, c'est pas le même mode de présentation. Et là, ce que ça va donner en fait, c'est que en gros, vous allez avoir une vasculopathie qui va essentiellement et quasi exclusivement toucher les SS et pas les SC, et principalement la partie antérieure, donc carotido-sylvienne, cérébrale antérieure. On le dépiste chez l'enfant par les vitesses Doppler transcrânien. Quand les vitesses sont élevées, c'est qu'il y a un risque multiplié par 200 de faire un AVC. Première cause d'AVC de l'enfant et d'adulte jeune dans le monde. Hein. Moi, j'ai une des plus grosses cohortes de patients avec des AVC, et j'ai des jeunes qui arrivent, ils ont fait 3 AVC, ils sont en fauteuil roulant avec des hémiplégies, enfin des trucs qui sont désastreux. Donc, en gros, ça va toucher ces territoires, et principalement, en fait, ça va toucher ce qu'on appelle les derniers prés, c'est-à-dire les zones jonctionnelles qui sont vraiment là où le réseau anastomotique, finalement, il n'est plus vraiment efficace et suffisant. Et dans ces cas-là, en fait, le sang n'arrive plus assez, et vous vous retrouvez avec des lésions de la substance blanche, des troubles cognitifs, et puis vous pouvez vous retrouver quand c'est aigu, et ça c'est surtout chez l'enfant, chez l'adulte, il y a moins d'AVC, on va dire, si on a aussi des AVC, mais qui sont moins territoriaux, des accidents ischémiques réels. Et comme la nature fait quand même assez bien les choses, le cerveau ne peut pas se développer sans sang, et donc il y a une néoangiogénèse qui se développe, qui est la moya-moya, qui en soi est salvatrice. Parce que s'il n'y avait pas la moya-moya, il n'y aurait pas de sang, et en gros, il y aurait une hypoperfusion massive. Donc elle est finalement importante, mais elle n'est pas suffisante, et surtout, elle est à risque de saignement. Et du coup, ces patients-là, en fait, ils font des AVC, ils font des AVC à répétition, et quand ils font un premier... Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est vous avez en gros une vasculopathie cérébrale, vous avez un AVC, il faut réagir tout de suite, parce que le risque, c'est qu'il y en ait un deuxième et qu'il y en ait un deuxième rapide. Donc, il faut mettre en programme d'échange transfusionnel très vite après un premier accident cérébral et par érythrophérèse. Et puis après, si vous avez un AVC, un malade drépano qui arrive, donc là, je vous montre un peu les images, hein, ce que ça donne, c'est des malades de 25-30 ans, hein, donc en gros, on va vers des démences vasculaires. Ça, c'en est un autre que je suis, qui, vous voyez, ici, a une hypoperfusion massive dans le territoire de cette artère qui est bouchée, qui d'ailleurs, ici, était bien visible et qui s'est bouchée. Ça, c'est le risque de récidive. Et ça, c'est le fait qu'il y a quand même pas mal de cardio-emboliques. Donc, je vais aller directement ici. Voilà. Donc, vous avez un patient, il arrive avec un accident ischémique cérébral, il est drépanocytaire. Il est SC, ce n'est pas de la vasculopathie, c'est fibrinolyse, contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire classiques, etc. Il est SS. Est-ce qu'il y a une moya-moya? Moya-moya, vous faites une fibrinolyse, vous le tuez. Par contre, il n'y a pas de moya-moya, vous pouvez le fibrinoliser. S'il n'y a pas de vasculopathie, vous n'avez pas la réponse en fait à la cause. D'accord? Et donc ces malades-là étaient en programme d'échange, ils continuent à faire des AVC jusqu'à ce qu'en fait on se rende compte qu'il faut faire le TT, le TO, le Holter-ECG, voire le Revil. Bon, et donc moi, en attendant de faire tout ça, je les mets sous anticoagulants sans me prendre la tête. Le neurologue va vous dire oui, mais il n'y a pas l'indication. Et vous lui répondez oui, mais est-ce qu'il y a une athérosclérose? Non, il n'y a pas d'athérosclérose, pas de vasculopathie. Tant qu'on n'a pas éliminé le cœur et le SAPL, il est anticoagulé à dose efficace. Point barre. Et avec ça, en fait, on a quand même récupéré pas mal de patients qui auraient refait des AVC parce qu'en fait, c'était des causes cardio-emboliques qu'il fallait traiter, un FOP, une tachycardie supraventriculaire ou ventriculaire. Mais par contre, le plus gros en fait des atteintes, c'est la vasculopathie cérébrale. D'accord? Et la vasculopathie cérébrale, elle peut soit se manifester par l'ischémie, soit saigner, là c'est l'hémorragie et là c'est la cata. De toute façon, pareil, téléphone. Et de toute façon, ça peut être la cata sans vasculopathie sténosante parce que vous avez aussi des anévrismes. 40% de nos malades, quand on regarde bien, ont des anévrismes. Vous savez que la taille n'est pas forcément liée au risque de saignement.
et que même des petits anévrismes peuvent donner des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Donc, en gros, on les recherche systématiquement. Et puis, la petite nouveauté aussi, c'est qu'on ne peut pas se contenter de l'intracrânien. Donc, on fait de l'ARM en TOF, qui permettent d'éviter d'injecter. En fait, c'est plus suffisant. Il faut regarder les TSA, parce qu'en fait, dans notre cohorte, on a 30% de patients qui ont des vasculopathies sténosantes extra-crâniennes sans sténose intracrânienne. Ouais. C'est sur les anévrismes, ils mettent en moyenne combien de temps à se former? Parce qu'il y a eu un cas comme ça d'une patiente qui avait une IRM d'avril normale, ouais. IRM cérébrale, et qui fait on ne sait pas. Qui fait une rupture d'anévrisme en juillet. Non, j'ai pas de. Alors, des fois, on les voit pas bien parce que ça n'a pas été bien analysé. Après, nous qui les suivons quand même de manière très rapprochée, on ne sait pas à quel moment ils vont se former, quel phénotype. Chez les anévrismes, ça reste un peu mystérieux. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une loi mathématique, qui est la loi de Laplace, qui est que plus l'anévrisme est gros, plus il va grossir. Si en plus vous avez une pression qui augmente à cause de l'hyperdébit, vous allez avoir d'autant plus d'augmentation. Donc on a quand même tendance à les traiter assez, je veux dire, dès qu'ils ont une taille plus de 3 mm, 4 mm, on les envoie à des neuroradiologues expérimentés sur lesquels on travaille, parce qu'il faut préparer ces malades par échange. Et en fait là, on met des coils ou des flow diverteurs, mais les flow diverteurs, on a eu des catastrophes dessus, c'est des stents. Mais là, il y a des phénomènes thrombotiques. Donc là, je vous parle rapidement juste d'un dernier truc qu'il faut que vous connaissiez, qui est la catastrophe absolue, que j'ai jamais vu un truc pareil en médecine. C'est-à-dire après, à part peut-être le syndrome catastrophique des antiphospholipides ou les macroangiopathies thrombotiques cataclysmiques des PTT, mais le DHTR de l'adrépano, c'est le cas véridique d'un jeune homme qui arrive et qui dit c'est comme vous nous aviez dit. C'est un échange transféré pour un étudiant en médecine pour préparer le concours parce qu'ils font des crises du fait du stress. J'ai les urines porto. Vous m'avez dit de revenir. Voilà. Malade, nickel. Hein. On l'hospitalise. Crise sévère dans la journée. Syndrome thoracique aigu le soir. Le lendemain, défaillance hépatique en super urgence de greffe hépatique. Deuxième greffe sous ECMO. Parce qu'en fait, il était également en défaillance de trucs, coma, et puis dialyse. Donc en fait, il a l'ECMO, la dialyse, l'intubation, et puis la greffe, en 48 heures. Alors ça, maintenant, heureusement, on sait mieux gérer. D'une part, on sait mieux l'anticiper. Ça, c'est le plasma d'un autre patient, d'ailleurs, je crois qu'il est décédé. Oui, DHTR, c'est l'acronyme de quoi? Donc, ça veut dire Delay Hemolysis Transfusion Reaction. C'est un truc qui survient 5 à 30 jours après une transfusion. Ce n'est pas que les drépano, ça peut aussi être des thalassémiques, mais chez les drépano, c'est cataclysmique parce qu'avec tout ce que je vous ai expliqué, du moment où vous avez une hémolyse importante qui survient due à ça, et ce n'est pas toujours associé à des anticorps qu'on retrouve, 70%, on a des RAX positives ou qui sont positives, 30%, il n'y a rien, et dans tous les cas, il y a une activation des compléments. Ça donne des urines porto. L'hémoglobine A se casse la figure. Les LDH montent au plafond. Et dans ces cas-là, surtout, vous ne retransfusez pas parce que là, vous tuez votre malade à la fin de la transfusion. Donc, vous ne transfusez pas. Pareil, hein, vous appelez. Femme enceinte de 3 grammes, on calme tout le monde, hein, on ne transfuse pas. Ça va jusqu'au bout. Hein. Alors, on fait le PO, on fait des traitements. Et l'enfant est là. Faire des l'immunisation. Alors, il faut prendre en compte, il faut appeler l'EFS, il faut dire l'EFS. Enfin, on a une ligne, un téléphone rouge entre l'EFS et nous pour vraiment pouvoir. Un malade arrive, on sait s'il est difficile à transfuser, pas difficile. S'il n'a jamais été transfusé, on est super méfiant. S'il a reçu plus de 10 kilos, on sait qu'a priori, il ne devrait rien trop se passer. On regarde s'il a déjà eu des RAI positifs, on tient compte de tous les anticorps positifs, on fait un phéno étendu. Enfin, il y a vraiment des règles transfusionnelles. C'est un accident hémolytique
intravasculaire massif qui se caractérise par cette fameuse hémoglobinurie, puisque les urines porto, c'est l'oxydation de votre hémoglobine. On a développé un nomogramme qui est celui que vous voyez, qui permet, mais pour ça, il faut avoir l'ANUM et l'électrophorèse en post-transfusionnel. C'est pour ça que c'est bien de les faire quand c'est, par exemple, les premières transfusions, d'avoir vraiment un point de contrôle après. Parce que si vous n'avez pas ce point de contrôle, vous ne savez pas de combien a chuté l'hémoglobine A, qui n'est pas le pourcentage, qui est le pourcentage multiplié par votre concentration. Parce que si vous détruisez tous les globules rouges, c'est ce qui se passe, ce n'est pas uniquement ceux de la transfusion, mais également ceux du malade, et ben, en fait, votre pourcentage, des fois, il ne change pas tant que ça, alors qu'en fait, vous êtes passé de 10 à 4. Et puis, en fait, pour se prémunir de ça, d'une part, on a proposé, mais maintenant, alors ça c'est dans un blog, hein, mais en gros, ce qu'on a proposé, c'est un truc qui est relativement communément admis, c'est-à-dire en gros, dans la prévention, on fait du rétux, et par contre, dans le traitement de la crise, on fait de l'écu. C'est là où c'est intéressant de faire du labo, parce que c'était vraiment une idée qui m'était venue au labo et qu'on a mise en pratique sur des cas compassionnels, et ça a marché. Depuis, en fait, maintenant, tout le monde fait, dans les cas sévères, de l'écu litumale. Et sinon, on peut même faire échange plasmatique écu-litumale, c'est encore mieux, parce qu'on évacue le trop d'hème et d'hémoglobine libre. On apporte du plasma et pas de l'albumine pour amener l'hémopexine et l'apto. Et puis, en fait, on inactive le complexe d'attaque membrane. Donc, bon, ça, c'est un truc... Alors après, on fait les IgA avant, mais ça, c'est parce que ça coûte moins cher. Et que, en gros, je sais pas, enfin, c'est moins, on va dire que c'est moins évident. Évidemment, vacciner les malades d'une manière systématique, c'est dans les guidelines. Il faut toujours regarder est-ce que mon vaccin pneumocoque est à jour, est-ce que mon vaccin méningo est à jour, parce que ces bactéries tuent les drépanocytaires. Si en plus un jour vous êtes amené à mettre du rétux ou de l'écu, c'est vraiment important de l'avoir fait. Et puis voilà. Alors les traitements, c'est vraiment pas de charge. Hein. Parce que je l'appelais tout à l'heure, je lui dis mais qu'est-ce que je dois faire? C'est les urgences ou pas? Elle me dit non, c'est pas les urgences, c'est tous les trucs. Je dis mais tous les trucs. J'ai ressorti des diapos là tout à l'heure. Donc l'hydroxyurée, voilà, c'est le traitement préventif de la drépano. Ça permet de réduire les crises en prévention. Et maintenant, on se rend compte de plus en plus qu'en Afrique, par exemple, je ne sais pas d'où vous êtes d'où. Du Mali. Du Mali? Oui. Le CRLD? Oui. Ah ben on se connaît alors. Bien sûr, je vous connais. On se connaît. Bon. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller là, parce qu'avec les copains Wagner, là, ça va être un peu dur cette année. Ah non, c'est bon, on peut venir. C'est bon. Ah, oui. Normalement, c'est novembre. Enfin bref, donc j'en étais où? Oui, donc on se rend compte qu'en Afrique, quand on donne de l'hydroxyurée aux petits enfants, en fait, on sauve des vies. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc en gros, l'idée, c'est massivement de permettre de donner de l'hydroxyurée en Afrique au jeune âge, parce que vraiment, on a un effet global sur la mortalité. Après, comme le problème, c'est qu'il n'y en a pas, il faut essayer de trouver à qui on donne, à qui on ne donne pas. Et nous, il y a la problématique de la spermatogénèse qui diminue pendant le traitement, du fait que de temps en temps, il y a les ulcères, on ne sait pas si... Alors, on veut traiter la drépano, donc on met le traitement, mais en même temps, effectivement, pour l'endothélium, ce n'est pas génial. Voilà. En gros, on met de l'hydroxyurée de plus en plus, quasiment tous les SS sont sous traitement de fond. Ça réduit les crises, ça augmente l'hémoglobine fétale, c'est variable d'un malade à l'autre pour l'AF, mais ça marche sur les leucocytes, ça marche sur l'hydratation du globule rouge, et le moyen de surveiller, c'est justement l'augmentation du VGM. Un malade qui n'a pas augmenté son VGM, c'est soit qu'il le pisse parce qu'il a une hyperfiltration, il faut faire une AUC, il faut l'envoyer, parce que pour le moment, il n'y a que nous qui faisons les AUC, soit il ne le prend pas, hein, quand même chiant de prendre un médicament tous les jours. Ça joue sur les STA, donc réduction du truc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en analyse multivariée, sur la mortalité à 20 ans, et en fait, que ce soit sans traitement ou avec traitement, on voit bien qu'il y a deux facettes de la maladie qui tuent. Moi, j'aime bien cette étude grecque pour ça, parce qu'en fait, si vous regardez en multivarié, c'est la F et un marqueur d'hémolyse. Et les deux sont indépendants. C'est-à-dire que vous allez avoir deux éléments
qui vont évoluer de manière un peu différente en termes de protection ou de risque, et qu'en gros, il faut à la fois traiter les crises, le phénotype hémolytique, avoir un facteur protecteur qui peut être meilleure hydratation ou hémoglobine fœtale. Et au niveau des traitements, ben, on y vient de plus en plus, hein, puisqu'en fait, il y a des traitements qui vont jouer sur... Alors ça, c'est ce qu'on a publié, montrant que le test de marche, c'est magnifique. Il y a des malades, test de marche pourri, 6 mois d'HU, test de marche... voilà. Et donc, en gros, ça, c'est les traitements actuellement, à peu près actuellement disponibles. Le voxelotor, on l'a déjà, il améliore l'hydratation du globule rouge parce qu'il va jouer... il se fixe sur l'hémoglobine et il empêche, non, c'est pas l'hydratation, c'est la polymérisation, il se fixe sur la chaîne alpha. On a les agonistes de PK, c'est même un peu vieille, qui en fait vont améliorer l'état d'hydratation du globule rouge. Donc c'est plutôt dans la concentration. Le magnésium, l'étude était très belle, mais malheureusement pas les bons critères de jugement et donc abandonné. Idem pour le cinécapoc, qui est le clotrimoxazole, qui a été également abandonné, alors qu'in vitro ou dans l'étude chez l'homme, ça marchait, mais pas le bon critère de jugement. Ils ont regardé les crises. C'est comme le voxelotor. S'ils avaient regardé les crises, on ne l'aurait pas, parce qu'en fait, étude négative. Et tout ça parce qu'on n'avait pas encore bien compris tout le truc. Et puis surtout, alors ça c'est un peu vieillot parce que c'était avant le conditionnement atténué, mais si vous avez un enfant, il a un donneur, il faut lui proposer la greffe quand il a des facteurs de risque de sévérité de la maladie. Quand on est à l'âge adulte, maintenant il n'y a plus d'âge, on a greffé des patients de 50 ans. Si vous avez un facteur d'aggravation d'organes, de crise, ou éventuellement même fortement prédictif, et qui a un donneur HLA, on fait maintenant des conditionnements atténués avec l'alantizumab et puis une radiothérapie à 3 mg. En gros, c'est 0 GVH, 0 mortalité, 10% d'échec. Donc, on est en train de faire 1 à 2 greffes. Alors, nous, on a été très réfractaires à l'allo avec 20% de GVH et 20% de mortalité. Là, on est en train de faire tous nos malades. On est 1 à 2 par mois qu'on est en train de traiter. Et puis, l'avenir, alors ça, c'est un truc auquel on avait participé sur le versant analyse, mais c'est la thérapie génique, sachant que ça, c'est has-been, puisque Bloomberg est parti d'Europe en septembre de l'année dernière. Et qu'en fait, on est en attente plutôt des nouvelles stratégies, principalement de base editing, type CRISPR-Cas9 et peut-être même les suivantes. Je ferai un autre truc. Si vous venez, je vous... Du coup, la greffe, c'est le plus tôt possible, entre guillemets, quand il y a les facteurs de sévérité. S'il n'y a quasi pas de morbidité, pourquoi on ne la fait pas à tout le monde, même à ceux pour qui il y a alors, critères de sévérité? Chez l'enfant, c'est encore du conditionnement myélo-ablatif. Que deuxièmement, il y a quand même une fertilité qui est compromise, qui a quand même un peu de GVH. Donc, si vous avez un enfant qui a une vasculopathie cérébrale ou qui a un risque de vasculopathie cérébrale et qui a une indication, un programme d'échange ou qui est sévère, il ne faut pas s'en priver. Si maintenant, il n'y a pas le feu non plus, c'est-à-dire les ados qui arrivent chez nous ou les jeunes adultes, en général, ça prend 1 an ou 2, en fait, vraiment à aborder le sujet, à en discuter avec eux. Il y en a qui disent non, c'est pas pour moi, et puis des fois ils changent d'avis 5 ans plus tard, puis il y en a, ils disent on saute sur l'occasion, mais en fait, avec le fait d'assumer déjà eux-mêmes quels sont les risques, parce qu'en pédiatrie, c'est les parents qui se projettent sur. Donc pour la vasculopathie, il ne faut pas s'en priver, mais pour les autres atteintes d'organes, franchement, quand ils arrivent en transition adulte, le rein, on a rarement des catastrophes. Le cœur, il n'y en a quasiment jamais. Enfin voilà, c'est vraiment. Alors après, effectivement, si on regarde tous les organes, il y a quand même un bénéfice global, mais c'est une question de balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que si demain on a la thérapie génique, c'est quand même du busulfan, c'est quand même 30 jours d'aplasie, c'est quand même un risque de maladie véno-occlusive, c'est une stérilité à vie. Enfin voilà, il faut. Parfois, ils sont quasi pas en aplasie ou pas très longtemps. Alors, nous, en non myéloablatif, ils sont très peu en aplasie. On fait que du géno pour le coup. On va jamais, alors, si, on peut faire de l'aplo. Donc, ici, ils font de l'aplo. Nous, on va commencer à le faire, mais ça décoiffe. Le conditionnement est lourd.
c'est 20% de GVH, c'est entre 15 et 20% de mortalité. Aux États-Unis, ils ont fait au NIH, ils ont fait un protocole, ils ont plié un malade sur deux, quand même. C'est des trucs que nous, on ne fait pas, quoi. Nous, notre mortalité à 10 ans, elle est d'à peu près de 9%. Si on est à plus que ça sur un créneau relativement court, on se pose quand même des questions, parce qu'en 10 ans, là, on a des malades, si on leur avait fait, on aurait 20% de complications de ce type-là, alors qu'en fait, on a attendu un peu, et maintenant, on est en train de tous les passer en greffe géno-identique, conditionnement atténué, donc finalement, on les récupère. Et il y a des essais en cours sur les modifications par CRISPR-Cas9 en France, là, actuellement, là-dessus? Il y a un malade qui va être fait à Necker et normalement, on devrait commencer, nous, j'espère, dans 2 ans. Après, C'est quoi du coup? c'est les ciseaux, en fait. C'est thérapie génique, c'est un type. Ouais, mais c'est un système qui n'est pas de l'addition de gènes, parce que soit tu ajoutes un gène. Et là, par exemple, Bluebird, ils ajoutaient une espèce de super hémoglobine. Donc, ça, c'est l'addition de gènes. Sinon, le CRISPR-Cas9, c'est tu coupes et tu répares. Mais c'est assez difficile de réparer. Donc, actuellement, la stratégie de CRISPR-Cas9 dans la drépano ou les thalassémies, c'est tu coupes et tu abîmes, en particulier les répresseurs qui sont responsables du switch des hémoglobines. C'est-à-dire, en fait, tu abîmes ce qui fait qu'au lieu de produire de la fétale, comme quand tu es fœtus, tu passes en fait à un phénotype d'hémoglobine adulte. Et si tu arrives à faire ça, tu restes sur un phénotype d'hémoglobine fétale. Ah, donc c'est pas une complète réparation? Non, en fait, on abîme. Et la réparation, on est en train d'y venir. Mais là, c'est du... Faut que j'y aille, je suis désolé. Oui. C'est du gene editing. Et à ce moment-là, enfin, même du base editing. Alors, gene editing, il y a une boîte américaine qui s'appelle Graphic Bio qui veut le faire, qui va démarrer les études chez les patients. Où là, ils font vraiment de la réparation de S en A, en CRISPR-Cas9. Et puis, il y a alors, il y a une équipe française qui a la techno pour le faire, mais on est assez loin de là. Et puis, aux États-Unis, il y a une boîte qui s'appelle Beam Therapeutics qui, elle, veut faire du base editing, c'est-à-dire on ne casse pas l'ADN, on change juste une base pour une autre. Et du coup, en fait, tu modifies une hémoglobine S en... Alors, tu ne peux pas tout faire, il y a un seul sens. Et en fait, ça produit une hémoglobine que personne ne connaît, qui s'appelle l'hémoglobine Makassar. Ne devrait pas trop poser de problème. Voilà, et bonne suite à vous. Je vous laisse éteindre le truc. Enfin, je suis désolé, ça a été... mais l'idée c'est pas dans le détail. Ah là, c'est très bien. Vous reteniez. Je peux arrêter juste, il n'y a pas de. Ça va arrêter, ça va bien enregistrer l'enregistrement. Et je d'abord. Bon, dans le doute, je vais terminer parce qu'on fait tout le temps ça. Au pire. Maître